La première fois que mon père m'a traité d'imposteur, il se tenait dans une salle d'audience bondée d'inconnus. Sa voix a fendu le silence avec une telle violence que même la greffière a arrêté de taper. « Cette femme n'est pas ma fille !» a-t-il crié en me désignant du doigt. « C'est une menteuse, une voleuse, une usurpatrice qui porte un uniforme qu'elle n'a jamais mérité. » Je me souviens de l'odeur du vieux bois ciré et du café brûlé du palais de justice, la morsure glacée de l'air d'hiver encore prisonnière de mon manteau, le poids de tous les regards qui se tournaient vers moi en même temps. Puis mon avocate a fait glisser une enveloppe scellée sur la table. Sceau bleu marine, insigne du ministère des Armées. Le juge l'a ouverte lentement. Il a lu une ligne, puis une autre, et soudain, toute la salle a changé. Il a retiré ses lunettes avec précaution et a déclaré d'une voix si basse qu'elle en devenait terrifiante. Tout le monde dans cette salle va se lever immédiatement. Le visage de mon père a perdu toute couleur, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avoir peur de moi. Je suis né dans une petite ville où les hommes comme mon père étaient traités comme des monuments. Creux-des-Chênes, en Normandie, n'était pas assez grand pour que les secrets restent enterrés, mais suffisamment petit pour que la fierté y vive éternellement. Mon père, Gérard Laurent, avait passé 23 ans dans la gendarmerie nationale avant de prendre sa retraite avec un genou abîmé et un caractère tranchant comme l'acier. Les gens le respectaient parce qu'il parlait comme un homme qui avait survécu à quelque chose d'important. Être était-ce vrai, mais à l'époque où je suis arrivé, toute la douceur qu'il avait pu posséder s'était déjà desséchée, surtout envers les femmes. « Les filles ont besoin de stabilité », disait-il en regardant mon frère aîné Théo lancer un ballon dans le jardin. « Les hommes ont besoin d'un but. » J'avais 8 ans la première fois que j'ai compris que je ne serais jamais assez pour lui. Théo a encastré la voiture de papa dans une boîte aux lettres à 16 ans. Papa en a ri pendant des années. J'ai eu un 14 en chimie une fois. Papa ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Ma mère, Viviane, essayait de maintenir la maison en équilibre comme on tient du verre fissuré avec des doigts tremblants. Elle était chaleureuse là où il était froid, douce là où il était rigide. Elle se glissait parfois dans ma chambre tard le soir et me caressait les cheveux derrière l'oreille pendant que je faisais semblant de dormir. « Tu n'as pas besoin de devenir dur pour lui survivre » murmurait-elle une fois. Je ne comprenais pas à l'époque. Je comprends maintenant. À 10 à 7 ans, j'avais déjà décidé de quitter Creux-des-Chênes, non pour l'université, non pour le mariage, mais pour l'armée. Le jour où la lettre d'acceptation de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est arrivée, mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à l'ouvrir. Ma mère a pleuré avant même que j'aie fini de lire. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré en se couvrant la bouche. « Maëlys » mais mon père a à peine levé les yeux de son assiette. « Tu abandonneras dans 6 mois. » La pièce est devenue silencieuse. Ma mère l'a fixée. « Gérard. »« Non. » l'a-t-il coupé calmement en tranchant son steak. Elle est têtue, pas forte. Il y a une différence. Je me souviens d'être restée assise dans cette petite salle à manger au papier peint jaune qui se décollait près du plafond, essayant de ne pas lui montrer à quel point ces mots me blessaient. Dehors, la pluie d'été tapotait doucement contre la vitre. Théo ricanait dans sa purée, et cela faisait encore plus mal. À Saint-Cyr, j'ai vite appris que la douleur pouvait devenir du carburant si on le permettait. J'ai appris à courir, jusqu'à ce que mes poumons brûlent, à fonctionner avec 4 heures de sommeil, à continuer d'avancer pendant que des hommes 2 fois plus grands que moi attendaient que j'échoue. Certains voulaient me voir partir, avant même que j'ouvre la bouche. Mais il se passe une chose étrange, quand on est suffisamment sous-estimé, on arrête d'avoir peur des gens. Pendant les exercices en montagne, j'ai vu des hommes faits s'effondrer d'épuisement pendant que je continuais à grimper, non parce que j'étais plus forte, mais parce que j'avais passé toute mon enfance à apprendre à survivre au froid émotionnel. La douleur physique semblait plus simple, plus propre. Quand j'ai été reçu, ma mère a conduit 9 heures pour me voir recevoir mon épaulette. Mon père n'est pas venu. Il disait avoir mieux à faire. Des années plus tard, j'apprendrai qu'il avait passé ce week-end à boire avec des amis dans un cabanon de pêche. J'ai servi d'abord en Allemagne, puis au Mali, puis dans des missions que personne dans ma famille ne comprenait vraiment car je n'avais pas le droit de les expliquer. J'ai manqué des anniversaires, des fêtes, des enterrements, des relations qui auraient pu devenir des mariages. Pendant ce temps, Théo passait d'un désastre à l'autre. Entreprise ratée, conduite en état d'ivresse, dette de jeu. Chaque fois qu'il chutait, mon père le rattrapait avant qu'il touche le sol. « C'est mon fils », disait toujours papa, comme si ces 3 mots expliquaient tout. Plus je vieillissais, plus mon père semblait me ressentir. Pas ouvertement au début, mais discrètement,
comme un homme agacé par quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il détestait quand les gens me remerciaient pour mon service. Il détestait quand les voisins demandaient mes promotions. À Noël, un ami de la famille m'a félicité pour mon grade de commandant. Mon père a ricané dans son whisky. L'armée est différente maintenant. La moitié, c'est de la politique. La table est devenue morte. Ma mère avait l'air épuisée. C'est cette année-là que j'ai compris qu'elle avait passé la majeure partie de son mariage à s'excuser pour un homme qui ne s'excusait jamais. Puis, elle est tombée malade. Cancer du pancréas, rapide, impitoyable, le genre qui vole les gens par morceaux, pendant que tout le monde fait semblant que l'espoir existe encore. J'ai pris une permission et je suis resté à son chevet presque 6 semaines. La nuit, les machines ronronnaient doucement dans le noir pendant que la neige tombait dehors. Parfois elle dormait. Parfois elle me tenait la main sans parler. Mon père restait rarement plus de 20 minutes. Un soir, après qu'elle se fût endormie, il s'est tenu près de la porte et m'a fixé. « Tu as toujours eu besoin d'attention ?» a-t-il dit platement. Je l'ai regardé avec incrédulité. Elle est en train de mourir, et tu arrives encore à tout ramener à toi. C'était la fois où j'ai été le plus près de le frapper. Mais ma mère a ouvert les yeux avant que je puisse répondre. Elle avait l'air terrifiée. Pas de moi, de ce que nous étions devenus. Elle est morte 2 jours plus tard, ma main dans la sienne. À l'enterrement, les gens m'ont dit qu'elle était fière de moi, qu'elle parlait de moi tout le temps, qu'elle gardait des photos de moi en uniforme près de son lit. Mon père m'a à peine regardé de toute la journée. Après l'inhumation, alors que des parents éloignés apportaient des plats dans la salle paroissiale, il s'est enfin approché près des grilles du cimetière. Un vent froid passait dans l'herbe morte, entre nous. « Tu as cessé d'être ma fille le jour où tu as choisi cet uniforme plutôt que cette famille, » a-t-il dit calmement. Je l'ai fixé plusieurs secondes, certaine d'avoir mal entendu, puis il est parti. Comme ça. 3 semaines plus tard, j'ai reçu la convocation au tribunal. J'étais dans ma cuisine à Paris quand je l'ai ouverte. La pluie frappait les fenêtres pendant que mon café refroidissait près de l'évier. J'ai lu la première page, puis une deuxième, puis une troisième, car mon cerveau refusait d'accepter les mots. Gérard Laurent me poursuivait en justice pour la maison de ma mère, ses économies et presque tous les biens qu'elle avait laissés. Mais c'était la dernière phrase qui m'a creusé la poitrine. Action engagée sous contestation de filiation. Selon mon père, je n'étais pas du tout sa fille. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai reçu la plainte. J'étais assise seule dans ma cuisine pendant que la pluie coulait en traînées argentées sur les vitres, les papiers étalés sur la table comme des preuves d'une vie qui n'était pas la mienne. Toutes les quelques minutes, je relisais la même phrase, en espérant qu'elle se réarrange en quelque chose de moins cruel. Contestation de filiation. Mon père n'essayait pas seulement de prendre l'héritage de ma mère, il essayait de m'effacer complètement de la famille. Vers 3 heures du matin, j'ai fini par appeler Théo. Je ne sais pas pourquoi. Être une partie idiote de moi croyait encore que le sang signifiait quelque chose. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air irrité. « Quoi? Tu étais au courant ?» Silence puis un soupir. « Papa fait ce qu'il doit faire. J'ai serré le bord du plan de travail. Il prétend que maman l'a trompé. Alors? J'ai répété. Maëlys, allez. Tout le monde sait que tu as toujours été sa préférée. Papa en a marre. Il mérite la maison. J'ai ri une fois, bref, incrédule. La maison que maman a payée. Tu n'étais jamais là, a-t-il claqué soudain. Tu ne sais pas comment c'était après ton départ. Après mon départ. Comme si rejoindre l'armée avait été un abandon plutôt qu'une survie. Tu as gaspillé ton propre argent au jeu, ai-je dit doucement. Maintenant tu veux le sien aussi. Sa respiration a changé. Cela m'a tout dit. Tu te crois meilleur que nous parce que tu portes un uniforme? A-t-il marmonné. Non, ai-je répondu. Je pense que maman méritait mieux que ça. Il a raccroché. J'ai écouté la tonalité pendant plusieurs secondes avant de baisser lentement le téléphone. Dehors, le tonnerre roulait dans le ciel normand, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré ma mère au lieu de simplement lui manquer. La procédure s'est répandue dans Creux des Chênes plus vite qu'un incendie dans l'herbe sèche. À la fin de la semaine, d'anciens voisins avaient déjà choisi leur camp. Certains m'ont appelé discrètement pour me témoigner leur sympathie, d'autres m'évitaient complètement. Puis le journal local a publié l'histoire « Officier décoré accusé de fraude familiale ». J'ai fixé l'article pendant ma pause, déjeuner à la cantine du ministère des Armées, incapable de finir mon repas. Autour de moi, les conversations se fondaient en bruit sans signification. Les plateaux claquaient, les machines à café sifflaient. Mon téléphone vibrait sans cesse. D'anciens camarades,
des cousins éloignés, des journalistes. Un message disait simplement « C'est vrai que ton vrai père était un autre militaire ». Je l'ai supprimé immédiatement. Mais l'humiliation s'installe physiquement dans le corps. Elle change la façon dont on entre dans une pièce, la durée du contact visuel. Même au travail, je remarquais des changements subtils. Les questions duraient plus longtemps. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans l'ascenseur. Personne ne m'accusait ouvertement de mentir sur mon service, mais le soupçon se déplace silencieusement avant de parler. Et parce qu'une grande partie de mon dossier restait classifiée, je ne pouvais pas me défendre pleinement. C'était la cruelle intelligence de ce que mon père avait fait. Il en savait juste assez sur le secret défense pour l'utiliser comme arme. 3 jours plus tard, je suis retourné à Creux-des-Chênes pour rencontrer l'avocate recommandée par un ancien colonel. Son cabinet se trouvait au-dessus d'une quincaillerie de la rue principale. La plaque de cuivre indiquait « Evelyne Moreau, avocate ». À l'intérieur, ça sentait les vieux livres et le thé à la menthe. Evelyne elle-même semblait avoir la soixantaine avancée, cheveux argentés relevés proprement, regard assez tranchant pour couper le béton. Elle n'a pas perdu de temps en sympathie. « Cet homme est dangereux », a-t-elle dit après avoir examiné la plainte. « C'est mon père. »« Non », a-t-elle corrigé calmement. « C'est le client de la partie adverse. Apprenez vite la différence. » Pendant 2 heures, elle a passé les documents en revue pendant que j'expliquais l'histoire familiale pièce par pièce. Finalement, elle s'est adossée à son fauteuil. « L'histoire de votre père présente des failles. » « Quel genre de failles ? » Le genre qui met les juges en colère. Elle a fait glisser un document vers moi, une photocopie de mon acte de naissance. Il a déposé une demande contestant son authenticité, mais les archives départementales montrent que quelqu'un a déjà tenté d'accéder et de modifier les fichiers il y a 6 mois. Votre père ne pleure pas seulement. Il prépare. Un poids froid s'est installé dans mon estomac. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à un entrepôt sécurisé en banlieue parisienne. Le ciel était bas et gris au-dessus de l'autoroute, lourd de neige à venir. Le casier lui-même était petit, mur métallique, éclairage fluorescent, assez froid pour voir mon souffle. Tout au fond se trouvait une vieille malle militaire couverte de rayures des déploiements outre-mer. Au fond, sous les photos, les décorations et les vieux uniformes, une mallette plate noire. Le sceau était intact. Cire bleu marine avec l'insigne du ministère des Armées, tampon rouge, autorisé uniquement sur ordre fédéral. Le palais de justice de la région sentait la laine humide, le café brûlé et le vieux papier. Quand Evelyne et moi sommes arrivés pour l'audience préliminaire, les journalistes s'étaient déjà massés dehors sous un ciel gris d'hiver. Les obturateurs des appareils photo ont crépité dès que je suis sorti de la voiture. À l'intérieur, j'ai vu mon père. Gérard Laurent se tenait près du premier rang dans un costume sombre qui semblait soudain trop grand pour lui. Théo était à ses côtés, évitant mon regard. L'audience a commencé par des arguments procéduraux, mais sous chaque phrase juridique se cachait quelque chose de profondément personnel et vénéneux. L'avocat adverse m'a peinte couche par couche en quelqu'un d'irreconnaissable. Une fille manipulatrice, une femme qui avait abandonné sa famille, une officier aux états de service étrangement incomplets. Puis Evelyne a commencé à démonter le dossier méthodiquement. Elle a présenté les relevés bancaires des dettes de Théo, les documents hypothécaires prouvant que ma mère avait payé la majeure partie de la maison elle-même, la preuve que mon père avait tenté d'accéder aux fichiers restreints des archives des mois avant de porter plainte. Le juge a fini par examiner l'enveloppe scellée. Quand il a vu le sceau du ministère des Armées, sa posture a changé immédiatement. Il a lu, puis relu. Son visage s'est transformé. Il a retiré ses lunettes et a déclaré d'une voix qui portait dans toute la salle « Tout le monde dans cette salle va se lever immédiatement ». Le silence est devenu énorme. Le juge a continué. Les documents fédéraux soumis à cette cour confirment que des parties du dossier de service de la commandante Maëlys Rivière sont protégées au titre de la sécurité nationale. Ces records établissent qu'elle a servi dans plusieurs opérations autorisées liées à la récupération diplomatique et à la coordination de défense à l'étranger. Mon père a regardé autour de lui, paniqué. Le juge a poursuivi en lisant les éléments autorisés à divulgation. Soutien aux extractions diplomatiques, coordination de récupération de personnel, distinction opérationnelle directe, citation fédérale sous autorisation scellée. Puis Evelyne a présenté d'autres documents. Une demande déposée par mon père 22 ans plus tôt pour réduire sa responsabilité financière parentale pendant une période de dettes importantes. Les archives identifiaient clairement Maëlys Rivière comme son enfant biologique. Le juge a regardé mon père avec fureur. « Monsieur Laurent, avez-vous sciemment fourni un témoignage frauduleux à cette cour ?»
2 hommes en costume sombre sont entrés. Fédéraux. Le juge a annoncé qu'une revue fédérale avait été demandée pour violation potentielle liée aux déclarations falsifiées et tentatives d'accès non autorisées à des dossiers protégés. Mon père s'est effondré en temps réel. Pour la première fois, il n'avait plus rien à dire. La Cour a rejeté toutes les demandes de mon père 3 semaines plus tard, avec une condamnation sévère pour témoignage frauduleux. Je suis retourné dans la maison de ma mère au début du printemps. L'odeur de lavande, de vieux livres et de café m'a enveloppé immédiatement. J'ai rénové la maison sans tout changer. J'ai gardé les planchers qui craquaient, les carreaux bleus de la cuisine, le jardin où elle faisait pousser des tomates. J'ai créé une petite bourse pour les filles de militaires en Normandie qui souhaitent rejoindre le service. Un soir d'octobre, il est venu à la maison. Plus vieux, plus petit. Il s'est tenu sur les marches du perron, les mains dans les poches de son manteau. « Maëlys, j'ai entendu parler de la bourse. Ta mère aurait aimé. » Il a avalé sa salive. J'ai fait des erreurs. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Ma mère m'a donné cette maison. Toi, tu m'as donné toutes les raisons de survivre. Il a hoché la tête une fois et est reparti lentement dans les feuilles mortes. Je n'ai plus jamais revu. Parfois, les gens me demandent si gagner le procès a été satisfaisant. La vérité, c'est que la justice n'est pas la paix. Le tribunal m'a rendu mon nom, mais m'éloigner de mon père, enfin m'éloigner, sans avoir besoin de son approbation, c'est cela qui m'a guéri.